Bonsoir YouTube, bienvenue dans une nouvelle émission de Punchboard. Aujourd'hui, on va parler polémique. On va tenter d'expliquer la polémique, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est quelle est la position que doit tenir un média, et notamment un média ludique, quand il y a un jeu qui fait, ou un auteur, ou un éditeur, ou n'importe quoi qui fait polémique. Voilà. Du coup, je vais commencer par lui donner la parole pour qu'il vous dise bonsoir. Sinon, comme d'habitude, il va râler parce que je l'ai squeezé. Monsieur Duludema, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Tutube, bonsoir Ternet. Le gars démarre en fanfare. En ce moment, il faut faire attention quand on est un peu trop fêtard. On l'a vu avec l'affaire Patrick Sébastien, ça peut vite déraper, donc je vais me calmer tout de suite. On parlait de polémique, on parle de controverse même. On peut utiliser les deux termes pour parler du sujet de ce soir, qui effectivement, on va essayer de tout vous expliquer. Donc ce ne sera pas forcément notre avis sur le sujet, mais plutôt les faits, comment, pourquoi les gens se sont mis à prendre des décisions, à en parler, et puis aussi quel est le rôle, ou pas, hein, peut-être il n'y en a pas, d'un média ludique, parce que ça aussi, ça revient souvent dans les conversations de pourquoi vous avez parlé de ça, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, etc., etc. Mais tout de suite, commençons par, mais de quoi qu'est-ce qu'il s'agit donc? Alors, juste avant de tu parles du quoi, hein, juste, je m'excuse, hein, ce soir, j'avais une grosse flemme, du coup, je suis au micro-casque, c'est peut-être pour ça que le son sera d'un peu moins bonne qualité dans cette vidéo. Donc pas la peine de mettre un commentaire là-dessus, je suis tout à fait au courant. Promis, la prochaine fois j'installerai le micro. Donc vas-y, Jérémy, ne te mets pas à nu, mais explique-nous un petit peu cette problématique qu'il y a eu, et notamment de quel éditeur on parle. Ouais, je vais essayer, hop, vous allez voir, hein, ça va être assez didactique sur une bonne partie de la soirée. Mais restez bien au bout parce que je vous prépare un petit tour de Oui. passe-passe en fin Alors, d'émission. si t'étais un bon youtubeur, t'aurais plutôt dû dire «Et notre avis va vous surprendre». Voilà. Tu vois. De toute façon, après, je cut beaucoup de choses maintenant, hein, vous l'avez vu pour les dernières vidéos qui sont sorties. Donc d'abord, il y a eu cette annonce, nous, en France, qu'on a vu arriver, qui était le Codenames retourne à Poudlard. Une annonce qui est, j'ai l'impression, passée un poil inaperçue en France. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je l'ai vu quelques Moi, médias. avant que tu m'en parles, je savais même pas. En même temps, je t'avoue que n'étant pas un grand fan de Codename, dès qu'il y a une news sur Codename, je regarde pas. Donc c'est peut-être aussi ça, mais effectivement, peut-être que c'est passé sous le radar parce que il y a eu dans les derniers temps, je crois, pas mal de changements chez Yellow, notamment des gens à la com. Donc est-ce qu'on a une com qui est un peu plus faible? Je sais pas. Mais je te rends tout de suite la parole. Oui, oui. Et donc voilà, il y a eu cette annonce qui est donc, c'est l'annonce de relayée par Yellow, puisque c'est leur partenaire CGE, donc, Hmm. qui est l'éditeur originel du jeu. Il nous explique un peu la nouvelle mécanique, puisque effectivement, c'est un jeu qui reprend l'univers de Codenames, mais avec un twist pour pouvoir jouer en fonction des équipes, des maisons notamment, etc. Jusque-là, on suit l'histoire. Sauf que c'est outre-Atlantique où les choses prennent un nouveau tournant, qui est un article notamment. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert la chose. C'est un article de Board Game Wire euh, qui revient sur toute l'histoire de ce qui s'est passé. Pierre Castor va vous raconter l'histoire. C'est plusieurs reviewers très connus américains, notamment Open Included, si je le dis mal, excusez-moi, et Shut Up and Sit Down, qui ont fait... Surtout Shut Up and Sit Down, c'est quand surtout, même oui, l'un des plus gros en termes de chaînes YouTube. T'es sur une des plus grosses chaînes anglophones. oui, Je clairement. sais plus s'ils sont anglais ou américains. Je crois Oui. qu'ils sont Je je voudrais pas dire une bêtise. Ah, et merci à la fielleuse de s'être abonnée sur le Twitch. Et on Bonsoir salue Natou. toutes les fielleuses. Salut Natou. Et merci pour ton Prime, 9e mois d'abonnement Prime. Merci Natou pour ton soutien. Donc, oui, comme tu disais, Shut Up and Sit Down, très connu, donc très influent, évidemment, et qui annonce donc être
comment dire, je cherche mes termes pour pas trop grossir le trait, mais qui annonce en tout cas vouloir ne pas parler du jeu, parce que le jeu, du fait de sa thématique, qui est de sa licence plutôt, qui est Harry Potter, donc qui est une licence créée par l'autrice J.K. Rowling, sur lesquelles on reviendra un peu plus tard pour expliquer un peu le pourquoi du comment, décide en fait de demander à CGE de dire, en fait, si vous utilisez cette licence, c'est que vous soutenez que vous soutenez l'argent que va gagner J.K. Rowling et qu'elle est notorièrement connue ou notoirement connue, ou en tout cas pour beaucoup de personnes, elle est considérée comme étant une anti-trans, une transphobe, et donc de ce fait-là, ils ne veulent pas en fait que leurs médias servent à faire la promotion de cette licence, et in fine, puisque c'est qu'une histoire d'argent, servent à financer la fortune de J.K. Rowling et ce qu'elle en fait, elle, de son côté. Donc ça fait réagir CGE qui tout de suite envoie un premier contre-feu qui, je pense, est le pire contre-feu de l'histoire de l'humanité. Mais bon, bref. Non, il y a eu pire. Oui, c'est vrai. Oui, non, il y a eu pire comme excuse ou truc. Bon, c'est une non-réponse, on va le dire. C'est ça. Donc c'est pourquoi nous avons créé la nouvelle version sous licence de Codenames. Donc c'est une traduction que j'ai faite, évidemment. Que j'ai faite, que Google Translate a fait. Lorsque nous avons commencé à créer la nouvelle version de Codenames, donc annoncée il y a de nombreuses années, c'était un rêve devenu réalité pour beaucoup d'entre nous chez CGE. Le vaste monde magique présenté dans le prochain Codenames a été une source d'inspiration. Il a éveillé notre passion pour l'apprentissage de l'anglais et l'exploration de nouveaux mondes par la lecture. Alors oui, CGE est une entreprise, c'est tchèque, si je dis pas de bêtises. Vas-y, pendant que tu regardes. Donc, il a façonné notre enfance, stimulé notre imagination, apporté du réconfort dans les moments difficiles. Nous savons que de nombreuses personnes à travers le monde partagent le même sentiment à l'égard de cet univers, même parmi celles qui ont été blessées par les opinions et les actions publiques de son créateur. Je pense que ça veut dire de sa créatrice. Décider si ces sentiments doivent également s'appliquer à ce monde autrefois adoré est une décision personnelle, et nous respectons et comprenons pleinement ceux qui ne souhaitent pas s'engager dans ce jeu. Nous croyons toujours à la magie des histoires et aux liens qu'elles créent entre les gens. Donc, comme il s'agit d'une conversation continue, nous encourageons chacun à aborder la discussion avec soin, empathie et respect, à la fois en ligne et en personne. Cette phrase, je l'ai gardée parce que nous vérifierons après ce que ça veut dire aussi, puisqu'il y a eu évidemment des choses qui se sont passées. Là, en fait... j'ai ta réponse. Vas-y. C'est une maison d'édition tchèque. Ah, voilà. Donc voilà, le premier communiqué, on sent où ils essayent en fait de dire non, mais l'univers est génial, et en fait, ils ne comprennent pas que le problème n'est pas l'univers, en fait. Je pense que personne, sauf des gens qui n'ont pas aimé l'univers, évidemment, mais je pense que personne n'est contre l'univers d'Harry Potter, qui reste à ce jour quand même, je pense, une révolution. C'est un des marqueurs forts culturels de ces 25 dernières années. Puis personne n'a jamais dit que Harry Potter était un univers transphobe. Non. Harry Potter sort même du placard. Donc, c'est dire. Et donc, on voit qu'ils ne comprennent pas et qu'ils essayent de... C'est pas Darnia qui sort du placard ? Ah, c'est possible. Il y a plein de portes magiques, de toute façon. Non, c'est une armoire. Excuse-moi. Et donc, il y a... je ne sais pas s'ils n'ont pas compris ce qui se passait ou s'ils se sont dit on va essayer de calmer le jeu comme ça. Mais il y a une tentative, en tout cas, de séparer l'œuvre de l'artiste, comme on dit. Et je pense que c'était ça leur choix de communication. Et c'est pour ça que je dis que c'était pas du tout la bonne chose, parce que c'est pas ce qui est reproché, en fait, du tout par les reviewers, qui, eux, ont décidé non seulement de dire si CGE continue, non seulement nous allons pas parler du jeu, de ce jeu-là en particulier, mais nous allons aller jusqu'à ne plus parler, en fait, de CGE, de tous leurs jeux. Ce qui a commencé à provoquer, évidemment, des remous, même s'il y en avait déjà dans la communauté, évidemment. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que CGE est accusé de faire une modération assez forte, pour ne pas dire assez massive. Il y a énormément de témoignages, et notamment de personnes se disant trans,
qui ont été, en fait, à qui on n'a pas laissé la parole, et qui pourtant ont pu montrer avec screenshot à l'appui. Je vous ai mis quelques exemples, montrer que, en fait, c'était pas non plus des screenshots qui comment dire, c'était pas des propos ni injurieux, ni problématiques ou quoi que ce soit. Donc je sais pas à quel point il y avait une modération, elle était aveugle ou Ouais. massive sans réfléchir, ou si c'était un peu tourné en disant ok, là ça nous convient pas, on va l'enlever, là ça nous convient pas, on va l'enlever. Donc je Le- peux... le- le- Contredis-moi si j'ai tort, mais je pense qu'ils ont de toute façon, d'après ce que j'ai compris, bloqué l'accès complet. C'est-à-dire que ils n'ont pas bloqué des personnes, ils ont bloqué tout le monde. Au bout d'un moment, ouais. Au début, non, ça a été des gens, et après, ça a été tout le monde, ouais. Ils ont Donc cuté... la problématique, c'est dans les screenshots des gens, est-ce que ce sont des gens qu'ils ont cutés avant de cuter tout le monde, ou est-ce que ce sont des gens qui sont fait prendre dans la vague de... Parce que d'après ce qu'ils avaient l'air de dire sur les réseaux, c'est au début, ils ont modéré surtout les messages haineux. Oui, oui, Ah, je pense qu'il y a un problème avec ma caméra. Ah oui, t'es sur Discord, c'est pour ça. oui. Oui, 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 c'est ça. Je leur ai posé la question, donc j'ai écrit à CGE, notamment pour avoir plus d'informations sur cette histoire de modération qui, à mon sens, pose quand même un peu problème. Alors, quand c'est des messages haineux ou quoi, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on vous l'a dit, on le répétera d'ailleurs ici aussi, pas de messages haineux ni dans les commentaires, ni dans le chat, ni rien, puisque nous aussi, vous le savez, nous avons la main lourde là-dessus. On ne transige pas, voilà. Soit on sait s'exprimer correctement avec des arguments, et ça s'appelle avoir des idées, avoir des choses à dire, soit c'est des propos qui tombent sous le coup de la loi, qui sont pas respectueux, et ça on les enlève, puisque ce n'est pas la même chose. Donc, il y a cette histoire Donc tu leur moderne. as posé la question. J'aurais Ils t'ont posé la répondu. question. Alors, ils m'ont répondu, gentiment, d'aller me... Non. Ils m'ont répondu que, en fait, ils étaient en même temps, il y avait la Gen Con, donc ils étaient entrés en pleine préparation. En fait, je pense que c'est tombé en même temps que la Gen Con, puisque cette communication visait justement à la sortie du jeu, à l'annonce pour la Gen Con, à sa présence. Donc, ils n'avaient pas trop le temps de me répondre. Ils vont revenir vers moi, mais en fait, je pense c'est plutôt, ils vont faire une déclaration sur les réseaux sociaux dans ce sens un peu après. Donc je pense d'ici quelques jours, semaines, le temps qu'ils reprennent les choses en main. Ils m'ont copie-colle le message que je vais vous lire, qui est le deuxième message qu'ils ont renvoyé après. Et donc je salue CGE qui a fait partie des gens qui m'ont répondu parmi les gens que j'ai contactés sur ce sujet, parce que l'idée c'était d'avoir des réponses le plus possible. Donc c'est possible qu'on fasse un numéro 2 dans quelques semaines, quand on aura plus d'infos de tous les protagonistes de l'histoire, pour savoir un peu plus loin quelles étaient en fait leur manière de réfléchir la chose, pourquoi ils ont pris telle décision, etc. Le deuxième message de CGE, c'est celui que je vous mets à l'écran si on y est. Excusez-moi parce que comme je gère tout, c'est le bazar. Voilà, où là on sent que cette fois-ci on a une vraie communication de crise, on a une vraie communication pour dire ok, là on a compris. En gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que la première communication, c'est vous n'avez rien compris, l'univers est magique, passez votre chemin. Et que la deuxième communication, c'est ah non, en fait, c'est nous qui avons mal compris. Rollback. Alors, moi, j'ai pas cette impression-là de la première communication. C'est-à-dire que moi, la première communication me donne pas l'impression qu'ils disent vous n'avez rien compris. Ça me donne plutôt l'impression qu'ils disent on trouvait l'univers magique, on a voulu le faire, on comprend que ça peut choquer des personnes, mais on a voulu le faire. C'est plutôt comme ça que je le vois. Tu vois. Oui, t'as raison. Pour moi, c'est là où je dis c'est une non-communication. C'est-à-dire qu'en grosso modo, ils ont dit ok, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Bon, bah, qu'ils soient sensibles, nous, on a décidé qu'on voulait le faire, tu vois. C'est là où je pense qu'il y a effectivement, en termes de communication, il y a une problématique à laquelle ils ne font pas référence, puisque, comme on l'a dit, le problème n'est pas sur l'univers, mais bien sur l'autrice de l'univers. C'est ça. Donc là, c'est là où ils annoncent donc que
ils comprenaient que ça avait causé du stress, de la peine, et qu'ils allaient travailler là-dessus pour trouver une solution à ce sujet. Puisque, on va continuer là-dessus avant de commencer à avoir un propos. Là, je vous donne les infos au fur et à mesure pour que vous ayez un peu les mêmes choses que nous. Il y a d'autres réactions, il n'y a pas eu que des youtubeurs, évidemment. On a les réactions donc de la Tabletop Game Designer Association, qui a été créée il y a quelques mois maintenant, qui est donc la fameuse association d'auteurs qui est un peu l'équivalent de notre SAGE, entre guillemets, pour ce que ça représente, même si les statuts et les dispositions qu'ils prennent et l'envergure que ça prend n'ont pas les mêmes choses, mais c'est pour que ça vous donne une idée de ce que c'est. Ça a été créé notamment par Geoff Engelstein, Elizabeth Hargrave et Sen-Food Lim. Voilà, 3 auteurs, autrices très connus qui ont fait des gros jeux. Des jeux, je veux dire, qui ont bien marché, etc. Eux se sont donc exprimés publiquement, donc ce qui est déjà pas rien, puisque là on parle quand même d'une sorte, alors c'est une association un peu comme nous, hein, à titre non bénéfique. Je sais pas, alors je dis ça comme ça parce que je sais pas les statuts, tu sais, nord-atlantique, donc je sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc, mais... on l'avait couvert dans une émission que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, le Crash Test Meeple. Cette histoire, et je crois qu'on avait parlé des statuts et tout. Je crois que l'article, qui était aussi un article d'ailleurs à l'époque de Borgen Wire, apportait ce genre de précision. Voilà. Mais voilà, je vous ai repris. Voilà, je vous ai repris le communiqué de presse officiel de la création quand ils ont annoncé la création de l'association avec toutes les infos. De toute façon, vous avez toujours toutes les infos dans la description si vous voulez aller plus loin que ce que nous on a fait, n'hésitez pas, etc. Donc eux, ils se sont exprimés. Il y a une entrevue, c'est ça. Quand on l'a découvert, on avait parlé de ce papier parce qu'il y avait cette communication, mais sur Borgen Wire, c'est une entrevue du premier nom que tu as dit, Geoff Engelstein. Oui. C'est ça. C'est une entrevue où il explique, il rentre plus dans les détails par rapport à l'association. Mais c'est une association, si je dis pas de bêtises, qui s'est fixé donc de la régulation et la reconnaissance du travail d'auteur, mais aussi qui a une visée sur l'inclusivité. Ouais, tout à fait. Et notamment, on sait qu'Elizabeth Hargrave, c'est une chose qu'elle pratique depuis longtemps, puisque sur son site, elle a été une des premières à vouloir recenser les autrices à travers le monde et à faire ce travail de mise en avant des autrices de jeux de société. Ouais, je dis autrice, mais c'est aussi non-binaire, etc. Oui, c'est quelqu'un qui est très ancré dans la lutte, les représentations et tout ça, et des fois, c'est là où moi, des fois, elle me fait un peu tiquer, parce que des fois, elle va loin dans ses interprétations ou dans ses procès d'intention. Mais oui, elle a toujours été connue pour ça, notamment quand il y avait eu l'affaire Tassini, ça avait été un des éléments qui avait mis ses commentaires avaient été un des éléments qui avait mis un peu trop le feu aux poudres. Donc, de l'influence. Donc, leur communiqué, il est là, hein, vous l'avez sous les yeux, où ils reviennent sur justement le fait que le CGE a sorti une version, donc Harry Potter de Codenames, que l'auteur J.K. Rowling est une anti-trans, qu'elle a causé comment on appelle ça, des blessures émotionnelles sur des groupes vulnérables, etc. Alors, je vous traduis comme ça, mais je ne suis pas très bon, donc je vais éviter de continuer. Excuse-moi, je dois te laisser une seconde, je reviens. Coupe le son. Donc, voilà. Et donc, ils ont demandé justement à ce que CGE de reconsidérer leur plan sur la sortie du Codenames Back to Hogwarts et soit en fait de retirer le jeu complètement, de retirer le jeu de la vente,
soit de décider d'une grosse portion des bénéfices, des bénéfices liés à leur vente, de les dédier à une association notamment qui s'appelle The Trevor Project. Voilà. Donc ça, c'est leur positionnement, que je trouve un positionnement assez fort en réalité, parce que ils représentent énormément d'auteurs et d'autrices très connus, et que quand tu es un éditeur, t'as pas envie de te mettre autant que tu te mettes une chaîne à dos. Je pense que une chaîne YouTube, bon, t'as envie d'éviter ça, mais à la limite, tu peux faire outre, parce qu'une partie quand même des ventes se feront sans la chaîne. Autant quand c'est des gens avec qui tu travailles et qui ont une voix comme ça dans le milieu, ça devient plus compliqué. Selon moi, c'est plus ça qui aurait enclenché la deuxième communication de CGE, justement, pour dire, oulala, ok, là, il y a vraiment le feu, il faut qu'on y aille. Je vous ai pas tout mis, il y en a d'autres qui se sont exprimés, évidemment. Eric Lang s'est exprimé aussi là-dessus, en disant que, justement, le fait de dire « je m'en fous », c'est une position politique aussi, puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « moi, je m'en fous, en fait, de ce sujet-là ». Et voilà, pour lui, le dire, c'est une position politique, et dire « je m'en fous », c'est aussi une position politique. Donc voilà, ça c'est un peu les réactions, les plus grosses réactions. Il y en a eu énormément sur le web. Je suis passé sur le Discord de CGE, où évidemment c'est beaucoup de discussions. Vous imaginez bien qu'il y a des threads sur Reddit aussi. Il y a sur le site BGG. Vous avez aussi une grosse discussion. Quand j'y suis passé ce matin pour regarder, c'était à plus de 23 pages de discussion justement sur ce sujet toujours, parce que une fois de plus, ça fait controverse, quoi. C'est pas un sujet anodin. À partir du moment où ça prend de telles proportions, et surtout dans des proportions où ce n'est pas que, on va dire, souvent on réduit ça à, ou c'est les réseaux sociaux, sous-entendu, bon, en fait, c'est encore des gens qui disent des conneries. Non, c'est pas que les réseaux, c'est pas que des gens qui disent des conneries, c'est aussi des gens qui ont un poids dans l'industrie, qui prennent position. Donc c'est pas rien du tout, quoi. Salut Mighty Games. Ce sont des gens qu'on a l'habitude de voir réagir. Eric Lang, Elizabeth Hargrave sont des gens qui réagissent beaucoup. Certains vont dire trop, mais dès qu'il y a un sujet sur la table et tout ça, ce sont des gens qu'on a l'habitude de voir réagir. Oui, ils sont des gros noms, mais ce sont des gens... moi, tu m'aurais dit, par exemple, je sais pas, moi, un Stegmaier ou, je sais pas, moi, n'importe quel auteur, tu sais... ça m'aurait plus surpris que ces noms-là. Ces noms-là, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'habitude de les voir réagir. Maintenant, ça reste que ce qu'ils disent est vrai, d'une certaine façon. Quand Eric Lang dit « je m'en fiche », c'est une déclaration politique, il a raison. C'est comme dire « c'est qu'un jeu » ou « c'est qu'une licence ». Ou... Oui, c'est une position, parce que tout est politique. Ça veut à la fois tout dire et ne rien dire, quelque part, et tu ne peux pas non plus considérer... que parce que c'est politique, ça fait que c'est des camps qui s'opposent ou tout ça, quoi. Bien sûr. Mais en fait, tu vois, c'est pas surprenant de Eric Lang, c'est sa position. Il a toujours tenu cette position-là, et c'est cette position que certains vont lui reprocher. Oui, c'est pour ça que je trouve intéressant que ce soit la Tabletop Game, je dis pas de bêtises, comment ça s'appelle, Tabletop Game Designers Association qui prennent position publiquement, parce que pour le coup, c'est plus une personne, mais des dizaines, quoi. Donc ça change tout, et dans ces dizaines-là, il y a forcément aussi d'autres auteurs de renom, etc. Donc ça englobe... Tu peux me donner leur position, parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps de la regarder. La quoi, pardon? Leur position, c'est laquelle? Ah, c'est là où les messages en dessous, sur les réactions TTGDA. Je voulais pas me la traduire, c'est pour ça que je demandais ça. Évidemment, on parlait donc des réactions. Il y a le public, je disais. Donc, je vous parlais de toutes les réactions qu'il y a eu, notamment sur BGG, etc. Et notamment, il y a quelque chose qui est, vous connaissez, qui est symptomatique, en bon ou en mauvais, hein, ça chacun jugera à sa manière, qui est le review bombing. Et donc je me suis dit, donc c'est la semaine dernière, j'ai pris une screen, parce que je me suis dit que ça allait être intéressant de voir et de faire la comparaison.
j'ai pris un screen et j'ai aussi pris des screens de quelques commentaires, donc évidemment de commentaires qui ne saluaient pas la sortie du jeu, et donc qui venaient mettre des 1, et en contrepartie des gens qui justement venaient mettre des 10 pour contrecarrer ces 1. Donc il y avait vraiment une lutte, pour le coup politique, qui s'est exprimée dans le review bombing, puisque c'était vraiment pour faire ça. On va aller voir tout de suite où on en est. Donc pareil, vous avez quelques commentaires que j'ai choisis. J'en profite pour faire, parce qu'on est en ludigression, vous le savez, un petit pas de côté. Dans les commentaires aussi, j'ai vu des 10 et des 1 ou des 0 qui étaient des collections. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que moi j'ai la réponse du coup. Non, excuse-moi, j'essaye de comprendre la position de Tabletop Game Design Association, donc j'avoue que je t'écoutais plus. Ah bon. Pour les gens qui ne savaient pas, parce que j'ai découvert ça en fait, on me l'a expliqué, il y a aussi des gens qui utilisent la review là, les notes, pour faire leur collection de jeux. C'est-à-dire qu'ils vont, quand il y a marqué collection à côté, quand vous regardez, s'ils ont mis par exemple tous leurs jeux à 10, c'est parce que c'est des jeux de leur collection. C'est en gros, ils se font leur comment il s'appelle, leur My Ludo là, tu vois. Ok. Donc voilà, tout ça pour vous rappeler une fois de plus que même là, s'il y a une lutte qui s'affronte, on va aller voir où on en est tout de suite, rappelez-vous que ce sont des chiffres qui ne veulent rien dire. Alors, je sais qu'il y en a qui sont en permanence, quand tu leur parles, ils ne te parlent que des 4.2, et il est à tel... tant que le jeu n'est pas un ratio de telle note, je ne regarde pas. Enfin bon, bref, ça ne veut rien dire, donc sortez-vous des chiffres, les gens, ça peut être pas mal. C'est mon conseil de la soirée. Surtout le fameux poids difficulté là. Ouais. Donc on est à 150 et 185 à 1. Voilà, vous le voyez, il n'y a que des 10 et des 1 quasiment. Donc on est clairement sur un review bombing. De toute façon, le jeu n'est pas sorti, donc il n'y a pas encore de gens qui ont vraiment joué, qui vont mettre des vraies notes, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de collections aussi. Bonsoir Gageux et bonsoir Rachel. Et oui, bonsoir aux invités aussi. Oui. Voilà, il y a toujours la même chose, évidemment. Donc ça, c'était intéressant à suivre. Une fois de plus, hein, on vous invite, on a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, à aller toujours plus loin que juste quand vous regardez, aller voir le rating et aller essayer de regarder ce que ça veut dire, essayer d'avoir une petite analyse pour éviter de vous faire piéger, de juste voir le chiffre qui apparaîtrait en haut sans savoir exactement ce que ça voulait dire, quoi. Donc tout ça pour dire, ok, mais pourquoi ils considèrent que J.K. Rowling est à ce point problématique, puisque c'est ça leur take, c'est que où va l'argent, et c'est un peu le sujet sur lesquels se sont tous positionnés, c'est où va l'argent. On a sélectionné quelques articles qui expliquent tout ça, puisqu'en fait on peut déterminer que c'est seulement depuis quelques années que J.K. Rowling a commencé au début J.K. Rowling, c'est quelqu'un donc, qui a écrit notamment Harry Potter, je ne vais pas vous l'apprendre, mais qui était connu pour ses fans et apprécié par ses fans pour être très proche de sa communauté. C'est-à-dire quand Twitter est arrivé, elle s'est beaucoup mise sur Twitter et elle a énormément tweeté. Peut-être trop. Et c'est les premiers reproches qu'on peut remonter quand on suit J.K. Rowling, c'est ça. C'est le fait qu'elle tweetait trop, tout le temps, parfois un peu de manière... exagérée parce que c'est sa personnalité et qu'elle a le droit de faire bien ce qu'elle veut. Voilà, donc je pense qu'elle s'est un peu laissée embarquer dans l'idée de faire des phrases rapides, etc. Et puis petit à petit sont arrivées certaines phrases qui, au début, je pense, et je pense qu'on a été nombreux peut-être à se dire tiens, c'est bizarre, là, il y a un petit glissement, comme on dit, tiens, elle a glissé, chef, avec des propos qui n'étaient pas forcément qualifiable de transphobe, mais pour lequel on pouvait se dire, ah, tiens, c'est bizarre venant d'elle, quoi. Puisque elle a un peu cette image-là, et notamment dans les communautés, je vais dire queer, pour faire plus simple, avec la saga Harry Potter, beaucoup d'écrits, d'analyses ont été faits sur cet univers-là. Alors certes, il y a souvent ce qui revient... Ouais, elle n'avait même pas confié que c'est Dumbledore, je crois, à qui elle avait dit dès le départ qu'il était homosexuel. Donc je pense que non, il y avait même une ouverture à un moment donné dans son propre monde à tout ce qui était de la question LGBTQ.
Et en fait, on se rend compte, dans certains de ses propos, qu'il y a une ouverture jusqu'à un certain niveau. C'est ça. En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait ces propos, elles, les communautés appréciaient plutôt l'œuvre. Et dans ce qui revenait, la critique qui revenait le plus par rapport à certaines analyses, c'était plutôt de dire que ça restait quand même une représentation assez patriarcale du monde dans lequel on est, puisque c'était souvent les garçons ou les hommes qui finalement sauvaient les filles à tout propos dans l'œuvre. Donc c'était un peu ça qui lui était par moments reproché, et je mets ça avec petits guillemets, hein, voilà, si on pouvait trouver quelque chose. Mais sinon, dans son ensemble, l'œuvre n'a jamais vraiment, jusqu'à présent, posé problème. Ça, c'est de l'interprétation d'œuvre, parce que Oui, bien sûr. moi, j'ai beaucoup lu d'études qui allaient dans l'autre sens, qui avaient tendance plutôt à dire que sans les filles, les gars s'en seraient jamais sortis. C'est-à-dire que, notamment le personnage d'Hermione, il est souvent... elle a souvent cette figure de c'est elle la sauveuse du trio, quoi. Et tu le vois par exemple, ne serait-ce que dans le premier Harry Potter, où sans elle, ils vont pas très loin. Oui, je n'ai pas dit que c'était réel. J'ai dit, voilà ce qui existe comme Oui, critique qu'on peut trouver. on est dans de l'interprétation d'œuvres, et dans l'interprétation d'œuvres, ça peut vraiment aller dans les deux sens, quoi. C'est ça. Je Sauf... dis pas que c'est la lecture que je comprends ce que tu veux dire. Je n'étais pas en train de dire que la lecture que j'étais en train d'en faire, c'était la bonne lecture. Je dis juste que, effectivement, Jérémy a pu trouver des lectures qui allaient dans le sens de c'est patriarcal, c'est les hommes qui font tout. Moi, j'allais dire malheureusement, excusez-moi, je suis fatigué, je passais la journée à courir avec les enfants à Aqualand. Moi, j'ai lu des interprétations de textes qui allaient dans l'autre sens, qui allaient à dire que, de la même façon que c'est Clochette qui sauve Peter Pan dans le magnifique Hook, bon bah Hermione était la Clochette de Harry Potter, quoi. Mais voilà, c'était pour être partial et vous montrer que si elle était bien vue l'œuvre, il y avait quand même des contradicteurs, évidemment. Sauf que voilà, donc c'est bien pour dire que c'est pas l'œuvre pour l'instant qui pose problème, en tout cas. C'est plutôt elle, comment elle a commencé, donc on l'a dit par quelques phrases, on va dire, qu'on pouvait questionner, jusqu'à des moments où ces phrases n'ont plus vraiment été questionnables, et où même elle a commencé à mettre en place sa fortune, à mobiliser sa fortune sur des prises de position politiques, pour le coup, soit en finançant d'autres associations qui, pour le coup, sont réputées pour être, en tout cas pour agir, je sais pas comment le dire, pour... Non, mais même il y a une association américaine qui se dit évangéliste, mais que les évangélistes américains eux-mêmes veulent pas trop reconnaître, où elle leur verse des fonds, et il y a des gens de cette association qui sont présentement en procès pour avoir tenu des propos transphobes. C'est là où il y a une particularité, c'est que tout à l'heure tu disais dans ses paroles, jusqu'à preuve du contraire, ou du moins pour l'instant la justice n'a pas incriminé J.K. Rowling pour ses propos. C'est-à-dire que la traiter de transphobe, ça reste touché parce que la loi ne l'a pas elle-même fait, quoi. Oui, bien qu'on connaisse pas la loi en Angleterre, j'avoue que là-dessus, je sais pas du tout. Mais voilà, donc, elle a donc ces Four Women Scotland, hein, qui est l'organisation pour laquelle elle a versé 70 000 livres. L'organisation écossaise. Oui, c'est ça. Pour l'aider à contester une loi écossaise, donc qui reconnaissant les femmes trans comme des femmes. Mm. Ils ont fini par avoir perdu en première instance, puis ils ont fini par gagner, avoir gain de cause. Ils ont perdu en Écosse et ils ont eu gain de cause à Londres. Et alors là, pareil, hein, je suis comme Jérémy, hein, je suis pas féru du... je crois que le racisme et la haine, l'appel à la haine, est aussi condamnable dans la loi anglaise, d'après ce que j'avais trouvé dans mes recherches. Donc je pense que la transphobie en fait partie. Mais je sais pas si quand ils passent de l'Écosse à Londres, c'est comme nous quand on passe de la cour à la cour de cassation. Je sais pas si y a une hiérarchie comme ça, tu vois, sur le système anglais. Voilà, c'est nos limites à nous aussi, c'est que on se base sur des articles. Il y a aussi des connaissances que nous n'avons pas, et nous n'avons pas les personnes
qui pourrait nous répondre exactement à tout ça. Donc là, on essaye d'être le plus précis possible, tout en reconnaissant qu'on a nos limites sur le fonctionnement juridique anglais. Donc, en tout cas, voilà, ils ont fini par obtenir gain de cause à la Cour suprême, et donc on a vu la fameuse photo de J.K. Rowling avec son texte, qui a célébré le verdict en fumant un cigare. On a vu ça sur les réseaux sociaux, qui venaient appuyer là-dessus, quoi. Surtout avec la petite phrase qui fait mal, puisque la petite phrase, c'est quand même « J'adore qu'un plan se déroule sans accroc hein, », pour ceux qui ont la référence. Voilà. C'est pas une ref qui est choisie... c'est là où, à un moment donné, en termes de paroles, même si on n'est pas sur des propos qui invitent ou appellent à la haine ou que l'on peut clairement clarifier de transphobe, on reste sur des propos qui sont, comme disait Jérémy, problématiques, parce que là, concrètement, la petite ref, c'est pas une petite ref choisie au hasard, quoi. Voilà. Malgré tout, le fait qu'elle soutienne ce fonds-là, c'est un fonds qui utilise l'argent qu'ils ont pour, en fait, pour restreindre les droits des personnes trans. C'est comme ça qu'ils utilisent cet argent. Donc c'est pas non. C'est parce qu'ils vont te dire eux. Eux, ils vont te dire oui. qu'ils utilisent l'argent pour reconnaître le droit des femmes dites biologiques. Oui. C'est ça leur combat. Leur combat n'est pas de limiter les femmes non biologiques, mais d'augmenter les droits des femmes biologiques. Et c'est là où toute la discussion devient touchée, parce qu'à un moment donné, effectivement, en voulant ouvrir les uns, est-ce que tu ne limites pas les autres? Est-ce que finalement tu ne fais pas reculer parce que si j'ai bien compris la loi, en fait, la loi est venue mettre une définition sur quelque chose qui n'en avait pas. Et donc, quelque part, ça a limité l'accès de certains postes à certains individus. Donc, quelque part, est-ce que le travail qui en ressort n'est pas un travail justement de limitation plus que d'ouverture? Parce que, comme tu me le disais en off, très justement, il faut faire la démonstration à un moment donné que ça a ouvert les droits des femmes. Oui, oui. Et on peut rajouter, hein, on parlait de ces propos évidemment notamment sur Twitter X, quoi. Mais il faut pas oublier, hein, je crois que c'est, je sais plus si c'est il y a 3 ans, 4 ans, peut-être un peu plus. Excuse-moi Jérémy, c'est normal que ma caméra soit plus là? Oui, c'est parce que quand je check... D'accord. Ça dépend où je check. Quand je vérifie... oui, elle avait écrit notamment un essai là-dessus, si je dis pas de bêtises, critiquant, je crois, l'autodétermination de genre et affirmant que les femmes trans menacent la sécurité des femmes cisgenres. Donc voilà d'où vient en fait son combat et pourquoi elle finance tout ça. Et elle a créé l'année dernière, en 2024, un J.K. Rowling Women's Fund, donc un fonds destiné à soutenir des individus et des groupes qui veulent préserver les droits basés sur le sexe. Voilà. Et ce fonds est financé par sa fortune personnelle. Donc voilà. C'est pour vous expliquer en fait de pourquoi il y a des prises de position, pourquoi il y a des gens qui se mobilisent. C'est parce que c'est pas juste du fantasme comme certains, des fois, on peut avoir sur « Ah oui, j'ai entendu qu'un tel a dit ça sur Twitter, donc il est ça. » Non, là on est sur quelqu'un qui a une idéologie, en tout cas qui a un combat personnel, et qui met sa fortune pour œuvrer là-dedans. Et donc forcément, on en revient à la fameuse question du début de la vidéo qui est « Où va l'argent ?» Puisque c'est de ça qu'il est question une fois de plus, ce n'est pas la question de l'œuvre, et je sais que tout le monde a très envie à chaque fois de ramener à l'œuvre, de dire « Ah oui, mais c'est génial, etc. » Personne ne dit que c'est pas génial, tout le monde dit c'est plutôt quand tu finances cette œuvre d'une manière ou d'une autre, et là je parle pas forcément des gens à la fin de la chaîne, mais plutôt des gens qui utilisent ces licences pour faire de l'argent, qui en profitent, en fait, tu profites aussi à générer de l'argent sur certaines luttes qui peut-être sont à l'encontre de tes croyances ou de tes envies ou de tes luttes personnelles aussi. Ça veut dire quelque chose, en fait. Ce n'est pas anodin. Et on ne peut pas faire comme si c'était anodin. Donc vous avez plein d'articles... On est dans le 5e élément, excuse-moi. Oui, oui. Donc voilà, on a mis
plein d'articles pour étayer tous ces propos. Vous en avez, voilà. Dont le fameux article du Monde dont nous parlait Ouais. Ayage. Il y a l'article du Monde, il y a l'article, il y a du Figaro. On a mis un peu de tout pour que vous ayez quand même plusieurs, Il y a l'Humanité, il y a voilà. Libération. Et vous verrez que tout se converge. C'est-à-dire que même s'ils ont des idées politiques différentes, en tout cas des manières de traiter l'actu avec un angle différent, ils convergent tous aussi vers la même chose. Donc c'est aussi ça qui est intéressant sur un sujet comme ça, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment de gens qui vont. Enfin, moi j'ai pas trouvé d'articles qui disent bon, mais que des conneries. Non, non. Tout le monde explique les mêmes choses avec des faits. Hein. C'est tout simplement, c'est qu'elle verse de l'argent, elle a une fortune, elle a créé des assos. Et tout ça, ça se vérifie. On sait à quoi ça sert. Il y a des articles, notamment par exemple Fugue et tout ça, qui sont des médias militants, avant d'être des Bien sûr. médias d'information, qui ont des propos militants. Et on ne peut pas leur reprocher d'avoir des Bien propos sûr. militants. Ils sont les premiers à dire qu'ils ont des propos militants, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, Et c'est juste le ton que vous allez voir qui sera pas forcément le même. Il y en a certains qui vont y aller d'entrée de jeu en disant que Madame Rowling est transphobe, et d'autres qui vont porter plus de gants, un peu comme j'ai essayé de le faire avec Jérémy, d'une certaine façon, pour vous montrer en fait que potentiellement la discussion, elle est selon l'angle que vous prenez, vous n'aurez pas forcément la même vision du chose, mais au final, tout le monde s'accorde quand même pour dire que ouais, mais les propos et les actions sont problématiques. c'est ça. Et donc, Les associations sont assez problématiques aussi. Excuse-moi, vas-y. oui, oui, bien sûr. Et donc voilà, ça, ce sont un peu tous les faits. Alors pareil, j'ai envoyé des questions à Yellow, qui m'a répondu aussi. Donc il m'a répondu que pour l'instant, il ne souhaitait pas répondre, mais bon, au moins ils ont pris. Une réponse en sort. Oui, mais au moins ils m'ont répondu. Donc je pense que Yellow, pour l'instant, attend de voir, à mon sens, la décision de CGE, parce que forcément il y a une implication. Et c'est pourquoi je parle de Yellow maintenant, c'est pour vous dire que, en fait, la problématique, c'est que tout ça, ce sont des contrats. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir dire oui, ils n'auraient pas dû le faire, si on pense qu'ils n'auraient pas dû le faire, effectivement. Maintenant, ils l'ont fait. Donc je pense que maintenant, leur dire par exemple de ne plus vendre le jeu, ça me semble complexe dans un monde où tout est verrouillé par des contrats, notamment les licences comme ça. Et au-delà du fait qu'ils aient dépensé de l'argent, ça pour moi, ça n'a jamais été une excuse. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent en disant oui, mais bon, ils ont tellement dépensé, maintenant ils sont obligés d'aller au bout. Moi, je m'en fous. Voilà, moi, ça m'arrive de trop dépenser, tant pis pour ma gueule. Quand je fais une connerie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un vrai argument de dire on va aller jusqu'au bout. Par contre, ce qui est un vrai argument, c'est oui, t'as vas-y. toujours l'argument de, à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas où. On visualise qu'il y a une problématique. Tu vois, par exemple, tu as un auteur qui est accusé de tel ou tel crime. Bon, bah, même si tu as investi de l'argent, veux-tu vraiment sortir un jeu avec quelqu'un qui. Ça, c'est à toi de le. Si jamais tu décides d'aller jusqu'au bout, parce que concrètement, effectivement, tu as de l'argent de perdu. On va pas. C'est vrai, mais si tu décides d'aller au bout, c'est un choix qu'il faut que tu assumes en tant qu'éditeur, tu vois. Exactement. C'est ce qu'on appelle un choix Bon, militant. là, on n'est pas sur quelqu'un qui, pour l'instant, est condamné pour le moindre crime non plus. Non, non, non. On est donc CGE. Mais Oui, juste avant que tu ailles plus loin, quand même deux petites précisions hein, qui, je pense, des fois, on oublie un petit peu quand même, et par contre, qui peuvent expliquer un peu la situation dans laquelle se retrouve CGE. Déjà, bon, comme on l'a dit, ils viennent de République tchèque. Je sais pas, tu vois, je suis pas assez féru de la culture tchèque, et je sais pas jusqu'à quel point CGE peut avoir connaissance de tous de toute la problématique, tu vois. Peut-être que effectivement ils sont arrivés innocemment sans penser qu'il y avait problématique. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut potentiellement garder à l'esprit. Même si leur première réaction est problématique, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est une non-réponse, et ma caméra vient de nouveau de oui, disparaître. oui, t'inquiète. Et il en reste que c'est possible. Et l'autre chose, c'est que beaucoup des événements qu'on vous a rapportés, notamment la lutte et tout ça, sont des événements qui sont assez récents. Et c'est possible qu'au moment où ils avaient signé ce codename,
bon bah ces événements n'étaient pas encore arrivés. Maintenant, les événements sont là et c'est à eux et la réponse qu'ils auront par rapport à ce jeu, comme disait Jérémy, là tu peux pas prendre l'excuse de bah c'est trop tard, on avait investi dedans, tu vois. Là il va falloir qu'ils assument leur réponse, quoi. C'est ça. Et c'est là où j'en venais, c'est que, et une fois de plus, c'est pour expliquer et pas excuser, mais pour expliquer que c'est d'un monde où, quand il y a des licences encore plus, il y a des contrats qui sont signés, et que donc mettre un stop sur la machine, ça va devenir compliqué. Je pense que même, ça me semble très peu probable. De la même manière, l'autre solution qui est apportée, qui était de reverser une partie des revenus à des associations qui luttent pour les droits des personnes LGBTQ+, mais ben, il y a aussi ce truc-là, c'est, ok, admettons qu'ils annoncent ça, comment on va le vérifier? Est-ce que quelqu'un ira poser les questions? Est-ce que, en fait, en gros, est-ce que tout le monde va se satisfaire de ça et acheter son bon codename en disant c'est cool? Ou est-ce qu'au contraire, il y aura quelqu'un qui va quand même faire un suivi derrière pour dire, ok, vous avez dit ça, on en est où? Comment le prouver? Ils vont pas dévoiler leur chiffre d'affaires, ça m'étonnerait bien fort, parce que seuls ceux qui le font vraiment sont soit quelques petits éditeurs, soit ceux qui sont en bourse, côté en bourse, parce qu'ils ont une obligation légale de le faire. Mais j'imagine mal CGE nous sortir les comptes pour nous prouver leur bonne foi. Et une fois de plus, on va le répéter, parce qu'on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, tout ce qu'on vous explique, on essaye d'expliquer en tout cas, à aucun moment, vous avez remarqué, on vous dit de l'acheter ou pas l'acheter. Ça, c'est, comme je l'ai déjà dit plein de fois et je reste toujours là-dessus, c'est à vous de décider. Pour moi, ça a toujours été un choix personnel. Par contre, nous, ce qui nous questionne, et c'est tout le fil de pourquoi on développe tous ces sujets, qu'on essaye d'être le plus... de raconter l'histoire, c'est parce que ça nous amène à nous aussi à nous positionner en tant que médias. Puisque ça, nous, c'est plutôt ce qui nous intéresse, c'est au positionnement des uns et des autres. Et c'est ce qu'on l'a dit depuis le début, on a montré le positionnement d'autres youtubeurs, le positionnement d'une association d'auteurs et d'autrices, etc. De mon côté, par exemple, j'ai contacté la WEJ, donc l'Union des éditeurs de jeux notamment, qui même si c'était pas un syndicat, parce que sinon je me fais gronder, je me fais taper sur les doigts, et que non plus Yellow ne fait pas partie de la WEJ, donc forcément que la WEJ n'a pas vocation à réagir là-dessus. D'ailleurs, ils ne réagissent pas beaucoup en général. Bref. Toujours est-il, j'aurais posé des questions. Ils me répondront normalement à la rentrée, parce qu'actuellement, c'est le mois d'août. Il faut dire qu'en France, cette histoire arrive à un moment, cette controverse arrive à un moment où, effectivement, il y a la Gen Con au même moment aux États-Unis. Il y a, en France, c'est le mois d'août, le mois où tout le monde est en vacances. En tout cas, il y a plus de gens en vacances qu'au mois de juillet. Donc, on arrive aussi à un moment où ça devient compliqué d'avoir des questions et des réponses. J'ai aussi contacté les youtubeurs qui se sont positionnés pour avoir, en fait, quand je dis j'ai contacté, c'est pas juste pour dire hey, pouvez-vous avoir une réaction. J'aurais posé une liste de questions aussi bien précises sur ce sujet-là, mais un peu plus générale aussi, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est s'ils se sont positionnés sur ce sujet, c'est comment ils déterminent que c'est ce sujet-là sur lesquels ils veulent se positionner, et est-ce qu'ils ont une grille de lecture, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels ils pourraient ou ils se sont déjà positionnés, et ensuite, sur d'autres sujets, puisque vous allez le voir, on va petit à petit, nous aussi, élargir notre pensée, notre propos, puisque ça, c'est le point de départ un peu, mais je trouve toujours intéressant de essayer de évacuer la chose qui est, comment dire, qui fait pousser les boutons aux gens, pour essayer d'avoir une réflexion commune. Je dis pas une fois de plus qu'on aura des réponses ou qu'on trouvera des réponses, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est qu'à la fin d'une vidéo, vous êtes dit, ok, ça m'a fait réfléchir, et puis voilà, qu'on avance, etc. Quoi. Yageux nous dit, il n'y a pas une clause sur le fait que l'auteur et l'éditeur ne doivent pas porter atteinte à l'œuvre. Il y a des fois cette clause-là, mais en l'occurrence, ça n'entre pas en compte. Ça n'entrerait pas en compte. Ouais, là, c'est pas l'auteur du jeu, elle n'est que le... Et c'est là où même ça serait intéressant de savoir, parce que bon, moi j'ai vu des réactions, des fois les réactions peuvent être épidermiques et ça peut se comprendre avec des sujets aussi sensibles. Ou par exemple les gens vont littéralement dire que si vous regardez la future série de HBO sur Harry Potter,
d'aller financer la lutte contre les personnes trans. C'est faux. Les droits d'auteur ont déjà été payés. Madame Rowling a déjà touché ses sous là-dessus. La seule chose, c'est que vous allez encourager ou pas une future saison, quoi. C'est la seule chose qui va se passer, quoi. Et d'ailleurs, souvent, même le fait de vouloir taper sur c'est-à-dire que là, ce que par exemple Jérémy vous apporte comme information, c'est que elle utilise son argent à ça. Jérémy n'est pas en train de vous dire si vous lui donnez de l'argent, ça va aller, vous participez à ça. Non, c'est juste, elle va prendre l'argent et elle va en faire ça. Et donc, à vous, en votre âme et conscience, de faire le choix de... moi, par exemple, ma fille, je voulais la faire lire pendant les vacances. Ma fille est en état d'handicap et avec un retard développemental à la FNAC, elle a choisi Harry Potter. Et je ne me voyais pas l'empêcher d'aller dans cette direction-là. Mais c'est clair que moi, j'ai fait le choix d'avoir une discussion avec elle à un moment donné quand elle sera en état de comprendre pourquoi. Mais voilà, j'ai pas senti que je donnais de l'argent à une lutte sur la transphobie. C'est moi en tant qu'individu, pas en tant que média. En tant que média, la discussion, et c'est ça qu'on est en train de dire avec Jérémy, la discussion, elle est tout autre. Parce que est-ce qu'on est dans le fait d'informer, comme vient de faire Jérémy, et de vous expliquer une problématique autour d'un auteur, ou comme il l'avait fait d'ailleurs avec sa vidéo sur l'auteur du jeu de l'avion, ou est-ce qu'on est dans un engagement militant, ce qu'on fait par exemple chez Don Sindon, en disant non, nous ça c'est un sujet sur lequel on ne veut pas aller, et on décide de... Mais est-ce que c'est le rôle d'un média de faire ça? Ça c'est déjà une question qui est intéressante. Oui, on va y venir tranquille, on avance là-dessus. Mais oui, oui. Et moi d'ailleurs, pour ma fille, à 7 ans, j'ai tout de suite dit, ça c'est Guerre et Paix. Tolstoï, nom de Dieu. Le reste, non, mais... la pauvre. Bref. T'es le parent de l'année, toi. Bref. Guerre et Paix, quoi. Est-ce que tu l'as déjà lu, au moins, Guerre et Paix? Ah, elle a 6 ans, moi. Ah, 6 ans. Mais je suis un homme. Bref, oh putain, bref. Et salut Pratt. Puisqu'on était, avant de clôturer l'affaire, le sujet Rowling, puisqu'on va avancer, puisque là, on va writing. Il y a un autre petit sujet que j'ai trouvé intéressant à rajouter, puisqu'il est souvent rappelé aussi dans les médias. Et donc, déjà, il y a un petit truc que j'ai lu. C'est une interview de J.K. Rowling qui a expliqué pourquoi elle s'appelle J.K. Rowling. Puisqu'en fait, elle s'appelle Joanne, je sais plus le cas, j'ai oublié, de mémoire, pardon. Et en fait, elle a dit qu'elle avait pris au début le J et le K pour, en fait, justement, qu'on puisse pas déterminer si c'était un homme ou une femme, pour que les petits garçons et les petites filles puissent lire Harry Potter. Voilà. Alors après, chacun y verra pourquoi. Mais je comprends pourquoi, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui, justement, se mettent derrière des pronoms de cette manière pour passer pour des hommes, et parce que c'est souvent comme ça que les éditeurs acceptent plus facilement. Hein, vous le savez, on est toujours dans ce bas monde-là. Mais après Harry Potter, elle s'est pas arrêtée d'écrire. Elle a écrit une série de romans, notamment sur une série d'un tueur en série, d'enquête policière, sous le pseudonyme de Robert Galbraith. Et c'est vrai que c'est une série qui, beaucoup de gens parlent sur cette série. Alors, on va le dire tout de suite, pour J.K. Rowling, c'est un pur hasard, c'est-à-dire qu'elle a choisi ce nom-là parce qu'elle l'avait en tête et parce que c'est un nom qui existe pour d'autres. Alors, j'ai pas tous les gens qui ont porté ce nom et qui ont une signification, mais pour la communauté, notamment LGBTQ, qui s'est exprimée, et donc là je parle dans des médias justement militants, se sont exprimés sur qui était Robert Galbraith, ce qui est Robert Galbraith Is, je vais vous montrer ça à l'écran, qui était un psychologue, si je dis pas de bêtises, et un psychiatre, et qui a notamment été connu, alors il a fait plein de choses évidemment. J'allais te faire la correction, mais j'attendais que tu aies fini ta réponse. Ouais. Et il est notamment connu pour des tas de choses, mais aussi pour être, en gros, ses travaux ont servi, c'est ça, que je dise pas de bêtises, ses travaux ont servi à ce qu'on appelle comment on appelle ça, la thérapie de conversion. La thérapie de conversion pour lesquelles, vous le savez, il y a eu
justement une pétition qui a circulé en Europe là pour la faire supprimer de certains pays qui l'utilisaient encore. Oui. Oui, mais c'est parce que ça remonte à une époque où tout ça n'était pas légalisé et où l'homosexualité était... je crois que ça a été... Alors, je sais plus si c'était dans le DSM, mais je sais qu'il a été dans certains manuels de psychiatrie considéré comme un trouble mental pendant une période. C'est ça. Donc, une fois de plus, voilà, moi j'ai pas de réponse à vous dire toute faite. Vous Tu dire... vois, Oui, vas-y. un truc qui me fait qui vient je viens de me rappeler en mémoire, c'est d'ailleurs c'est qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire beaucoup de reproches à Freud, mais Freud fait partie des premiers à avoir voulu que l'on sorte l'homosexualité des troubles psychiatriques. Hein. Oui, oui. Et donc voilà, pour vous dire qu'il y a que ça remonte souvent. Donc je vous l'ai dit, J.K. Rowling dit Il n'y a que... pas aussi le fait que ils font pas aussi remonter assez souvent que le fait que son tueur se déguise en femme. Oui, c'est ça. Le personnage principal, le tueur en série, est justement un homme qui se déguise en femme pour commettre ses méfaits, etc. Enfin bon, bref, ça c'est chacun, il verra ce qu'il a envie d'y voir, mais je trouvais... La série était antérieure à toutes les problématiques ou elle était déjà... ou elle est arrivée après? En même temps. C'est concomitant en fait. Tout est concomitant. Ok. Mais une fois de plus, on ne peut pas interpréter, on n'est pas dans la tête des gens, donc on n'a pas d'écrit qui prouve qu'elle les fait intentionnellement. Malgré tout, vu que depuis le début, on a quand même montré qu'elle avait une certaine tendance à la provocation, que c'est une femme intelligente quand même, donc c'est peut-être pas anodin non plus. Mais on peut pas faire un procès d'intention si on sait pas. Voilà, là tu rentres dans du procès d'intention. Exactement. Je te suivrai pas. Et mais elle explique que le nom, elle l'a choisi, Robert, c'est parce qu'elle c'est le prénom masculin qu'elle aime le plus, c'est le nom de Robert JFK. Et Galbraith, je crois que c'est un nom qu'elle a toujours rêvé de porter, mais elle sait pas pourquoi elle a toujours rêvé de porter ça. Je crois que c'est une explication comme ça qu'elle donne. Donc après, c'est on accepte ou pas son explication. C'est ça. C'est compliqué. C'est ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on était on parlait de thérapie de conversion, de l'Europe, et une fois de plus, comme le sujet en partie c'est d'où vient l'argent, il faut pas oublier aussi où sont fabriqués les jeux finalement, puisque si on questionne toute la chaîne de valeur d'une industrie, on ne peut pas faire l'impasse sur où sont fabriqués les jeux. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont fabriqués notamment en Chine, et on sait aussi que la Chine et que ça a un coût humain de faire fabriquer là-bas, notamment parce que si tu te positionnes en même temps sur les droits LGBTQ+, et que tu fais fabriquer en Chine, peut-être qu'à un moment il y a une dissonance cognitive qui s'installe, mais surtout on va parler de la Pologne qui, pour le coup, est assez connue pour... je crois que c'est en avril, hein, j'avais lu un article il n'y a pas longtemps, c'est en avril où c'est arrêté les fameuses zones qui étaient sans idéologie LGBT, je mets entre guillemets parce que c'est comme ça qu'ils les appelaient, donc c'était des villes ou des zones où en fait on restreignait les droits, voire même l'existence des personnes LGBT, voire même on les enfermait, enfin il y avait des camps, il y avait des choses, voilà. Bref, pas très glorieux tout ça. C'était plus de 80 villes, ou en tout cas plus de 80 fameuses zones qui ont été déclarées comme ça. Ça a duré depuis les années 2000, je sais plus, c'est 2010 ou 2014. Donc la dernière zone a été fermée là en avril. Donc ça veut dire que c'est assez récent quand même. Et pourtant, en France, il y a eu par exemple des prises de position, c'est-à-dire des villes qui étaient jumelées, notamment des communes, donc qui étaient jumelées avec ces fameuses villes, qui ont suspendu leur jumelage pour justement dire non, c'est une violation des droits humains, et donc on ne peut pas cautionner ça. Une fois de plus, c'est pour dire que ce sujet-là, qui à mon sens, alors si vous suivez la chaîne, je vous apprends rien, puisqu'on a très souvent parlé de ce sujet
Quand on parlait des jeux, où on a dit à chaque fois, moi j'ai souvent dit que quand on parle de ça, j'appelle ça la petite pelote de laine, c'est, vous savez, si vous commencez à tirer dessus, en fait, c'est jusqu'où vous vous arrêtez. Et effectivement, moi j'ai toujours été un peu, comment dire, je l'ai toujours trouvé dommage qu'on ne questionnait pas, ou pas suffisamment, ou voire jamais, les éditeurs et l'endroit où ils fabriquaient leurs jeux, si ce n'est sur le côté environnemental, c'est-à-dire c'est loin, ça pollue, mais jamais sur les droits humains, puisque, une fois de plus, où va l'argent? Quand vous faites fabriquer dans une usine qui est en Pologne, par exemple, les gens qui sont polonais, tous ces gens-là, en fait, qui travaillent là, l'argent va aux impôts, va aux gens qui... Enfin, vous alimentez donc aussi un système politique, etc. C'est là où je veux en venir, quoi. Une fois de plus, donc tout ça, ça pose des questions en réalité. Dans un monde mondialisé, on ne peut pas s'arrêter qu'à une seule personnalité publique qui, certes, on vous l'a dit, a des positions et œuvre pour ça, mais en fait, dans un monde mondialisé, tout est entremêlé, et donc dans ce cas-là, le rôle d'un média, nous, c'est d'informer, et donc normalement, ça serait de faire ce travail-là, de vous dire, voilà, quand vous achetez un jeu, où va l'argent? Il va d'abord à la boutique, puis ensuite il va au transporteur qui pollue peut-être, puis ensuite au fabricant, puis aussi à l'éditeur, puis à l'auteur, etc. Et ensuite, ça c'est vous qui prenez ensuite la décision de ce que vous faites de toutes ces infos. Mais comment on le fait au quotidien en réalité? On a tous ces paradoxes-là. Moi, par exemple, à titre personnel, je sais que je ne prendrai plus l'avion. C'est une chose que j'ai décidé il y a très longtemps. Pourtant, j'ai adoré voyager. J'ai pas beaucoup pris l'avion dans ma vie, mais ça m'est arrivé. Voilà, c'est un choix personnel, et je sais que maintenant, quand je pense à des choses, je réfléchis toujours. Par exemple, on veut faire un festival des médias ludiques. C'est évident que je ne peux pas inviter quelqu'un qui viendrait outre-Atlantique s'il vient par avion. C'est impossible, parce que c'est contre mes valeurs, et donc dans ce cas-là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui dit, je me dirais, en fait, quand ça m'arrange, c'est plus contre mes valeurs. Donc moi, voilà, je suis pas quelqu'un comme ça, donc je le ferai pas. Sauf si on trouve d'autres solutions, il vient à la nage, j'en sais rien, fait ce qu'il veut, à d'autres dauphins, bref, il se démerde. Mais voilà. Bien sûr, parce que même dans ton idée, tu vois, le bateau, c'est plus polluant que l'avion. Non, le bateau à voile. Puis, Le à voile, évidemment. En pédale aussi. En pédalo, tu traverses l'océan. Pédalo. N'importe quoi. Mais et du coup, on se retrouve pas avec un festival qui exclut des gens? En fait, moi j'ai toujours dit... Obligé de répondre à cette... Tu peux passer à la suite. Oui. Mais de fait, moi j'ai toujours dit qu'il faut réduire les festivals en termes de taille, que je considère maintenant comme des événements qui s'apparentent à du surtourisme par moment, ou qui peuvent s'apparenter, et donc mêmes effets, mêmes conséquences. Et donc, pour moi, je préférais qu'il y ait un festival des médias ludiques outre-Atlantique. On peut faire des visios, enfin il y a des tas de moyens de moins polluer. Dans tous les cas, on polluera, on est d'accord là-dessus. Comme on est sur les sujets qu'on aborde, forcément, qui parle de ces sujets, c'est nous, les médias. Mais avant, peut-être d'aborder ça, je me disais, ce qui peut être intéressant, parce que nous, on a une différence avec les États-Unis, c'est que nous, on n'a pas le boycott, dans le sens où nous, on est, par rapport à eux, ils peuvent utiliser le terme boycott, ils peuvent lancer des appels au boycott, ou choisir de faire un boycott. Là, je dis tout de suite, ils n'ont pas à faire un appel au boycott. Ils ont juste dit qu'ils choisissaient, eux, de ne pas parler de CGE et de leur jeu. Mais ils ont appelé ça un boycott, c'est le terme comme ça. Une fois de plus, nous, en tant que médias, on l'a déjà dit, et alors, je ne sais pas si Nico sera d'accord avec moi, mais moi, j'ai toujours dit que je n'aime pas l'invisibilisation. Je trouve ça que c'est jamais une bonne solution. Je préfère énoncer le plus de faits possible. Non, mais je pense même que... Alors, quand j'ai dit non, c'est que je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas pour l'invisibilisation. Et je pense même que le boycott est, pour moi, une mauvaise stratégie. Je pense qu'il est toujours mieux de faire ce que tu viens de faire. C'est-à-dire un jeu ou une thématique ou un auteur ou quelque chose pose un problème. Je trouve ça mieux d'en parler et de l'exposer, la problématique, que de le camoufler. Parce que quand tu fais ça, tu vois, par exemple, quand Shutdown and Sit-Down annonce qu'ils ne parleront pas du prochain jeu de Codename, du prochain Codename, il y a un effet stressant.
qui se crée. Tout le monde veut savoir de quel jeu il parle, de quel codename. Donc finalement, tu finis par mettre la lumière dessus, et ils ont fait de la pub à ce codename sans le vouloir, tu vois. Quand Fabien en parle, c'est pareil. Lui, au moins, tu vois, il explique quelle est la problématique, quel est le souci avec le jeu. Il met la lumière dessus, et inévitablement, ça donne un effet, tu vois. Maintenant, tu vois, on a vu une réponse de CGE, il n'y a pas de réponse de Yellow. C'est déjà, comme tu l'as dit, une bonne chose qu'ils aient essayé de répondre, hein, parce qu'ils auraient pu vraiment faire... bah écoutez, de toute façon, les gens qui vont acheter ce codename, ce sont pas les gens qui s'intéressent le plus aux émissions comme Punchboard ou Proxy Jeux, etc., etc. Donc on va pas filer de réponse. De toute façon, ça ira dans le circuit de la grande distribution, c'est là où on en vendra le plus, tu vois. Ils auraient pu littéralement réagir comme ça, quoi. Mon CGE a essayé de faire une réponse. Oui, La oui, réponse bien est sûr. pas- Ils ont, de toute est façon, pas- je pense que... La réponse est pas excellente, quoi. Mais au moins, ils ont essayé de faire une réponse, tu vois. En fait, c'est tout ça l'intérêt d'un média. Et c'est ça, et c'est là où j'en revenais, c'est que ce qu'ils ont fait... Alors, tu as rappelé qu'en France, on a eu Flavien qui en avait parlé dans sa vidéo. Je crois que Paul Garand en a parlé sur ses réseaux sociaux. Mais voilà, à ma connaissance, je sais que Ludovox avait fait un article sur la sortie du jeu, notamment sur la nouvelle collection des codenames, c'est le rebranding. Et je sais qu'au moment où j'avais vu l'article, ils avaient pas mis il y avait juste une toute petite phrase sur le sujet. Et je sais que maintenant, il y a un gros plus où finalement, ils ont abordé ce sujet-là sur la controverse et les positions. Mais qui n'était pas. Mais voilà, à ma connaissance... Hein? On a des trolls dans le chat. Oui, oui. C'est pas mal. Et donc voilà, donc pour dire que c'est vrai que c'est un sujet où les médias, mais comme très souvent en fait sur beaucoup de sujets, et comme tu le disais, on retrouve finalement les mêmes médias qui vont aborder ces sujets-là, qui vont essayer d'avoir un propos dessus. Et nous, c'est un peu notre place, c'est-à-dire de notre questionnement en fait. Quelle doit être notre place? Est-ce que ça doit être un devoir d'informer, ce qu'on a essayé de faire par exemple sur la première partie de cette émission et très certainement sur la deuxième, on va continuer sur ce sens-là, ou est-ce qu'on doit avoir un engagement militant? Et qu'est-ce qu'on va appeler engagement militant? Et c'est à ce moment-là que je voulais faire un petit pas de côté, une fois de plus, puisqu'il fait écho à ce qui a été dit dans le chat et que je trouvais intéressant, qui est en fait, c'est quoi un boycott? Et là, on parle d'un boycott culturel, puisque c'est ça qui est important, et son efficacité, finalement. Donc, oui, les boycotts ont eu des rôles majeurs, que ce soit notamment, alors moi je crois que ça remonte à l'apartheid, mais que ce soit dans le sport, la musique, ou même les échanges universitaires, ça a été suspendu justement pour faire pression sur le régime sud-africain. Donc, une fois de plus, on voit que le boycott, quand il est collectif, quand il est massif, ça a un impact en fait. Ici aussi, on l'a vu que quand il y a des prises de parole et des réactions, et que ça dépasse le simple, on va dire le simple review bombing, que CGE se met à communiquer différemment. Donc, ça peut aussi avoir des réactions. Une fois de plus, on le dit, hein, on parle de boycott. Jérémy ? Oui. Caméra. Oui, bah, t'es pas sur la bonne page, j'ai pas rien. Voilà. Natou voulait voir la dernière fois le chat. La madame. Vas-y, Oh là là. Ah, si avec ça on fait pas des vues, je crois qu'on touchera le fond avant. On va faire ça à chaque fois qu'on aborde un sujet compliqué. On va ramener le chat. Hein, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi je voulais rappeler ça sur l'histoire du boycott culturel, c'est que c'est pour rappeler aussi, parce que souvent ça nous est mis en commentaire, c'est un rappel donc que je voulais historique. Alors je ne vais pas développer parce qu'une fois de plus, j'ai pas toutes les connaissances. Ah oui, mais ça sera comme ça pendant un moment. C'est parce que j'ai mes infos sur le côté. Mais voilà, la culture, puisque nous, on vous le rappelle, le jeu de société, on le pense que c'est culturel, mais que la culture, c'est pas couper de la politique. Donc, un boycott massif, ça peut
contribuer à des changements sociétaux. Ça existe. Ce n'est pas inutile, en fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oui, mais encore parler du codename Harry Potter, on s'en fout. » Non, c'est pas inutile d'en parler. Et si ça génère un engagement contre, ça aura un impact en réalité. Quand bien même, J.K. Rowling a une fortune. C'est une des femmes les plus... C'est la plus riche, je crois, d'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est... Ou en tout cas, elle est dans le top 3, c'est sûr. Oui, c'est sûr que ne plus acheter aucun produit dérivé d'Harry Potter ne va pas changer ni sa lutte, ni ses revenus. Ça, c'est sûr. Maintenant, ils sont faits. Malgré tout, ça peut avoir un impact sur des changements sociétaux, sur des histoires, etc. Et il y en a plein des cas comme ça aussi. Donc, la visibilité médiatique, c'est un levier. Alors, certes, il y a les réseaux sociaux, avec leurs positifs et négatifs, mais je pense que nous, on peut être aussi, on peut amener la visibilité médiatique de certains sujets. Une fois de plus, il ne s'agit pas de prendre position sur tous les sujets. Des fois, oui, parce que on pense que c'est important, nous, en tant que médias, de nous positionner sur certains sujets, parce qu'ils nous concernent. Je ne parle pas individuellement, mais je parle en tant que média. Je vous rappelle, on est une association, on a des statuts, et dans nos statuts, on a des engagements qui nous obligent à certaines choses. Donc, il y a ça, mais on pense plutôt que c'est à vous de faire des choix, c'est à vous de vous informer, et j'espère que notre média sert à ça. Il sert plus à vous informer sur certaines choses qu'à vous dire quoi penser ou quoi. Nous, on a toujours... la dernière fois que j'ai fait une vidéo justement pour vous parler des biais cognitifs, etc., sur les influenceurs, j'ai pas arrêté de prendre Punchboard comme exemple pour justement vous dire, non, ne prenez pas tout, faites la part des choses, quoi. Mais de toute façon, c'est facile de bien penser. Hein. Tout ce que moi je dis, j'ai raison. Tout ce que Jérémy dit, il a tort. Voilà. Oui. Donc j'invisibilise immédiatement la personne. Oui, on a pu constater que tu faisais du boycott. Hein. Oui. Et donc, ce qui est important là-dessus aussi, c'est de rappeler que on peut... Excuse-moi, il y a des trolls dans le chat, excuse-moi. Et en plus, il y a Franck qui vient d'arriver. Bonsoir, Franck. Il y a le roi des trolls qui est là. C'est qu'on peut aussi se poser la question de à quel moment, en fait, les éditeurs, les auteurs de jeux, eux aussi, doivent-ils s'engager, puisqu'il s'agit de ça aussi, doivent-ils prendre position, ou est-ce qu'on veut que ce soit aseptisé, car parfois c'est aussi ça, hein, le sujet, c'est-à-dire, oulala, on va pas faire un jeu qui parle de tel sujet parce que on va devoir gérer les réseaux sociaux. Est-ce qu'on veut ça? C'est-à-dire des gens qui sont cyniques et qui de toute façon vont vous satisfaire, mais finalement ne feront pas avancer le public parce qu'ils ne feront jamais de jeu qui irait avoir un propos dans l'autre sens ou qui ferait quelque chose qui irait dans le bon sens, entre guillemets, si vous pensez comme ça, hein, vous avez compris ce que je voulais dire. Ou inversement, est-ce que, au contraire, ils doivent en prendre conscience et dire, en fait, nous, Harry Potter, on ne prendra plus cette licence. Quand bien même elle est juteuse. Hein. Il me semble qu'Harry Potter, de mémoire, c'est 100 000... Je crois que ça rapporte 100 millions par an à J.K. Rowling, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc, comment on gère ça? En fait, les autres médias, j'ai l'impression qu'ils ne le gèrent pas, par exemple. Tu vois, j'ai pas l'impression que la télé va s'arrêter de parler de ces sujets-là, de diffuser du Harry Potter, etc. Pareil pour les cinémas, etc., etc. Donc je pense que c'est un sujet qui, pour l'instant, touche des personnes qui sont de près ou de loin intéressées, qui sont informées là-dessus, et pas encore le grand public. Je pense que le grand public n'est pas du tout informé, ne sait peut-être même pas à quoi sert l'argent ou quoi que ce soit. Je suis même pas sûr que ça a été traité dans les journaux, les grands journaux, ou alors peut-être sous la forme d'une brève. Alors ça a été traité, notamment par rapport à l'histoire du nom et tout ça, par BFM TV. Après, écoute, je suis désolé, hein, on a les références qu'on a. Pourquoi ils font du journalisme aussi, hein. Voilà. Je dis pas que tout le temps ils en font. Là, pour une fois, ils l'ont fait. Ils ont fait leur boulot. Oui, en fait, leur problème à eux, c'est plutôt leur modèle économique.
Bah nous, quel est notre positionnement là-dessus? Bah, vous l'avez vu ce soir en fait, on en a fait la démonstration. Notre position a toujours été la même, c'est peu importe le sujet, on peut pas traiter tous les sujets, donc On en parle. ouais, on peut pas traiter tous les sujets, donc on pourra jamais être exhaustif parce que vous là, tout ça, hein, une fois de plus, vous savez, il y a toujours un cheminement Déjà parce que je sais intellectuel. pas l'écrire. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. Mais mais donc oui, il y a on pense que c'est plus important d'avoir un devoir d'informer. En tout cas, nous, notre média, il se positionne là-dessus, plus qu'un engagement militant. Ce qui ne veut pas dire que dans notre manière d'informer, il n'y a pas un fond d'engagement militant, puisqu'une fois de plus, on n'informe pas de tout. On ne peut pas tout traiter de toute façon. Donc, on en revient à ce qu'a fait Shutdown and Sit-Down, c'est-à-dire un choix éditorial. Et pour moi, c'est ça qui a le plus d'importance, peu importe les médias. En fait, si vous voulez comprendre un média, comprendre qui il est, d'où il vient, ses valeurs, bah, comprenez son engagement éditorial. De quoi il parle, comment il en parle, de quoi il ne parle pas, etc. Ça fait partie aussi, je pense, hein, du paysage ludique, à mon sens, du loisir ludique. Si on veut travailler sur le sujet, souvent on se dit, ouais, il n'y a pas assez de recherche sur le sujet, il n'y a pas assez de ceci ou il n'y a pas assez de cela. Ben, en fait, il faut le faire. C'est tout simplement, c'est tout con. Et donc oui, le jeu de société, il s'inscrit dans un monde, on l'a dit, interconnecté, avec des sujets de plus en plus sociétaux. Alors je pense qu'il y avait déjà des sujets de société avant, sauf qu'ils n'étaient pas médiatisés ou qu'on en parlait entre nous autour de la table en soirée, mais qu'il n'y avait pas vraiment de vidéos pour en parler, d'endroits, de lieux. Maintenant, c'est plus le cas. Les lieux sont multiples. Les gens en parlent de différentes manières. Je suis pas en train de dire que oula, nous c'est génial, les autres c'est nul. C'est pas du tout ça le propos. Il y a des gens qui en parlent à leur manière. Et c'est très bien aussi. Ça existe. Ça mérite d'exister. Donc je pense que c'est plus ça aussi. C'est pas que le monde, tout à coup, on découvre que le monde est pourri. Non, non, il a toujours été. Sauf que là, tout à coup, on commence à mettre des mots dessus. On a plus accès à l'information aussi. Une fois de plus, c'est compliqué d'avoir des contacts, de poser des questions. Nous, on est sur un média en plus rapide, c'est-à-dire que les vidéos, bah, nous, c'est plus intéressant de faire cette vidéo, par exemple, ce lundi soir, que fin octobre. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois de plus, si j'ai d'autres réponses, si on a des mises à jour plus tard, on pourra étayer le propos sur un autre angle, on choisira une autre manière d'en parler. Donc, ça fait partie des choses. Une fois de plus, comme je disais, on ne peut pas parler de tout, mais en même temps, on ne peut pas parler de rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur des tas d'autres sujets qui posent question. On en revient à ce que tout à l'heure, je sais plus, c'est Zoïde, je crois, qui disait le Watuboutiste, un truc comme ça. Oui. Effectivement, c'est où on place notre règle, notre curseur. Et ça, je pense que c'est important. Alors nous, on l'a dit, c'est notre ligne éditoriale qui place le curseur. Pour celles et ceux qui ont vu plusieurs vidéos de notre chaîne, vous savez où à peu près est notre curseur, où on le met. On essaye de donner la parole au maximum de gens, et je le répète parce que souvent on ne le comprend pas, de gens intéressants, pas de n'importe qui. N'entendez pas que j'ai envie d'avoir n'importe qui, j'ai envie d'avoir des gens qui ont un propos, qui ont un sujet, qui sont intéressants à être interrogés, à qui je donne la parole, puisque c'est plus ça que je fais, hein. Je donne la parole, et d'ailleurs je suis content de vos retours sur les dernières interviews, notamment de David, voilà, où les retours sont assez dithyrambiques, et je suis très content de ça, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui a un vrai propos, une vraie... enfin voilà, toutes les questions auxquelles on peut aborder avec lui, on sent que c'est un pro qui maîtrise la chose, et c'est passionnant à écouter. Donc voilà, moi c'est plus ça que je recherche, dans plein de domaines différents. Donc on essaye d'aller là-dessus, mais si je prends un sujet juste pour vous faire une petite fiellage, parce que vous aimez ça, bande de coquinous. Le partenaire de Cannes. Vous savez, le partenaire qu'on aime bien. La SNCF qui a été partenaire de Cannes, etc. Là, ils viennent d'officiellement, donc de... Je crois qu'on a eu quelqu'un qui a travaillé sur leur stand, non, à Cannes, qui faisait du bénévolat plutôt. Ah oui, oui. Ah oui. C'est possible, on a des agents infiltrés partout. Et donc, ils viennent d'annoncer qu'ils utilisaient l'IA générative, notamment
dans plein d'aspects de leur... je vous ai mis l'article, hein, dans plein d'aspects de leur... dans l'administration, etc., dans la manière de gérer aussi le trafic, etc., l'utilisation, donc ChatGPT, mais aussi la génération d'images pour la communication, etc. Je trouve ça intéressant parce qu'on sait que dans le monde du jeu de société, c'est un sujet qui polarise, avec des illustrateurs et illustratrices qui se sont montés en association, qui ont justement se sont positionnés sur ce sujet. Il y a aussi des médias qui se sont positionnés sur ce sujet. Quand je dis positionnés, c'est-à-dire qui sont pour ou contre, vraiment dans ce sens-là. Et je trouve assez intéressant de me dire, justement, quand tu es dans une situation à laquelle le partenaire principal ou un des gros partenaires se trouve être quelqu'un qui utilise l'IA générative et que toi, tu te positionnes contre, est-ce que tu vas aller à Cannes, par exemple, alors que si tu te positionnes comme l'a fait, par exemple, Shut Up and Sit Down, qui pourrait dire, nous, on considère que c'est un partenariat qui est néfaste pour notre secteur, et donc on décide par exemple, de ne pas aller à Cannes. C'est ça que je veux dire. Ça pourrait, mais vous le savez. C'était pour donner un exemple, si on veut tirer la fameuse... C'est pas aller un peu loin, là? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est whataboutiste. Okay. C'était le but. Okay. C'était le but du propos, évidemment. Ok. Mais alors il m'a manqué j'ai manqué un train. Oui. Ton IA n'a pas généré assez vite. Oh non, mon IA, elle est morte depuis un moment. Dans les autres... Mon IA, moi, elle est dégénératrice. Dans les autres aussi polémiques, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le The Event, hein, qui chaque année a son lot de polémiques. Mais arrêtez d'être des trolls, c'est pas possible. Oui. Il y a votre nom et tout est en vidéo, hein, vous assumerez vos propos. Ça, c'est vous qui assumez après. Donc le Z-Event, vous avez sûrement vu passer la polémique, effectivement. Il y a un député qui s'est inscrit pour participer donc, au Z-Event, qui cette année est ouvert à tout le monde entre guillemets, puisqu'il suffit d'être, je crois qu'il faut avoir en moyenne 50 spectateurs sur tes lives, ou 100, je sais plus, 100 je crois, et et avoir streamé un certain nombre de temps. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, parmi les gens qui sont inscrits, il y a forcément un député EPR, et surtout, donc, qui lui est partisan des jeux vidéo, de l'e-sport, etc. Mais il a voté c'est un député donc pro-loi Duplon. Il faut savoir que c'est la fameuse loi qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, notamment le fait que parmi les associations pour lesquelles le Z-Event va verser de l'argent, il y a notamment la lutte contre le cancer, et donc il y avait un peu quelque chose qui n'allait pas entre voter pour une loi qui va, pour certains en tout cas, faire exploser le nombre de cancers, et participer à un événement notamment qui est censé rapporter de l'argent pour la lutte contre le cancer. Donc forcément ça fait polémique, et l'organisateur du Z-Event, porté par monsieur Zerator notamment, mais maintenant ils sont une équipe complète, justement a sorti une charte pour dire voilà, si vous avez été un élu, vous pouvez pas participer, en gros si vous avez un engagement politique, si je dis pas de bêtises, vous pouvez plus participer. Et je crois qu'il y a eu pareil des streamers qui ont été recalés pour leurs propos tenus pendant leur live ou sur les réseaux sociaux, puisqu'on rappelle aussi que dans la charte maintenant il y a un côté un peu si vous véhiculez des propos, si vous véhiculez la haine, les propos racistes, etc., vous pouvez aussi être exclu. Donc on est passé de tout le monde à maintenant il y a une charte qui va un peu définir tout ça, parce que une fois de plus, il y a eu parmi les gens qui ont pu s'inscrire des gens pour qui on peut parler vraiment là pour le coup de propos qui tombent sur le coup de la loi. Alors moi c'est des gens que je connaissais pas, parce que il n'y a aucune raison que je connaisse ces gens en réalité. Mais oui, effectivement, quand tu dis ok, cette personne a été exclue, je vais aller voir un peu pourquoi.
Et voilà, en 2 clics, tu tombes sur des propos, tu fais « Ah ouais, il y a quand même des gens qui ont une communauté et qui tient encore ce genre de propos en 2025, ça fait vraiment peur. » Donc pour vous montrer que aussi, une fois de plus, la mobilisation de personnalités publiques, donc là on parle des Antoine Daniel ou de gens comme ça qui ont une forte communauté, mais aussi ensuite des réseaux sociaux, des gens qui se mobilisent, ça a fait avancer les choses et on se retrouve avec un événement caritatif qui se veut être pour le bien commun, puisque le but c'est quand même de financer des associations qui viennent en aide à des personnes en difficulté. Selon cette année, donc, il y a pareil plusieurs associations, donc on ne peut que saluer l'événement. Et en même temps, on se dit, est-ce qu'on a envie d'avoir tout le monde et n'importe qui, même si à l'origine c'était ça l'idée, c'était de dire qu'en fait, les gens qui font venir de l'argent dans la cagnotte, il n'y a pas d'odeur, en fait, tout le monde peut participer à l'effort collectif. En réalité, on se rend compte que, en fait, non, c'est pas possible. Ça s'entrechoque, en fait, avec des valeurs, aussi bien que véhicule l'événement, puisqu'il faut pas non plus se mentir à soi-même, beaucoup de ces personnes-là ne viennent pas pour participer à l'événement, mais pour se faire aussi... on sait que ça a un effet positif sur le nombre d'abonnés, etc., etc., que c'est un moment d'exposition très forte, pour certains. Donc il y a aussi les profiteurs. Pour vous dire aussi, pourquoi aussi se mobiliser en tant que média ou personne médiatique, ça a un impact en fait. Ce n'est pas neutre, et celles et ceux qui se diraient moi je veux pas en parler, une fois de plus elles ont droit, hein. Attention, je dis pas que tous les médias doivent tout à coup s'approprier tous les sujets, etc. Mais par contre, je pense que c'est aussi un devoir par moment, en tant que média, de faire un petit travail d'information, plutôt que de dire, voilà, moi je m'en fous, je parlerai pas du jeu, pourquoi pas, ou moi je m'en fous, je vais parler du jeu et je ferai comme si de rien n'était. Je pense que accompagner, tu vois, on peut parler du jeu, mais en l'accompagnant peut-être d'un contexte dans lequel il s'inscrit, ce n'est pas négatif selon moi. Il y a des œuvres qui ont besoin d'être contextualisées, il y a des choses, des moments où tu as besoin de contextualiser, une fois de plus. Peut-être que dans 10 ans, ce sera complètement différent, comme ça l'était il y a 20 ans en arrière. Donc il faut aussi penser que cette vidéo, elle sera peut-être vue plus tard et que c'est toujours bien de la contextualiser pour ce moment-là. Après, ça dépend. C'est-à-dire qu'en tant que média, si tu es un média militant, c'est sûr que tu vas en parler. Oui. Si tu es un média qui n'est pas militant, moi je trouve ça quand même dommage de faire genre ça n'existe pas. Tu vois. T'es pas obligé de faire une émission comme nous, tu vois. Oui, bien sûr. Tu peux simplement dire, je sais bien que il y a une problématique avec l'autrice de cette licence, mais moi j'ai fait le choix de passer outre l'auteur et de vous parler du jeu, tu vois, par exemple. Oui, ou ce qu'a fait Ludovox, qui a parlé de l'information, tout en contextualisant un moment qui avait une problématique liée à ce jeu-là, en explicitant ce que c'était, voilà, sur un ton neutre, etc. Donc c'est tout à fait possible. Oui. Ou la première réponse de CGE, je veux dire, on peut la comprendre dans le sens que eux, ils avaient envie de travailler sur l'univers, tu vois. Après, peut-être qu'en réalisant que c'était pas la bonne façon de répondre, on va avoir une meilleure réponse, tu vois. Mais quelqu'un pourrait avoir envie de te dire, moi je voudrais jouer à Codename dans cet univers-là, parce que j'aime l'univers, tu vois. Oui, Ça en fait pas non plus une mauvaise personne. Non, mais surtout je voulais finir sur une autre petite chose, parce que je pense qu'il y a un parallèle en réalité qu'on peut faire, qui pour le coup est pas exagéré. Alors le coup, vous avez compris, pour la SNCF, c'était un petit coup pour pousser un peu le curseur et pour vous montrer les choses. Mais là, je pense qu'en fait, on est sur un parallèle. Je peux te laisser. Vas-y. Dans Où va l'argent, si on se base là-dessus, vous le savez qu'il y a une grosse partie du champ des jeux de société qui est donc Gigamic, qui est BlackRock, qui est le Scorpion Masqué, Studio H, Randolph, Sorry We Are French, l'éditeur qui possède Skyjo, etc. Donc qui appartiennent à Hachette Board Games,
qui est une filiale du géant de l'édition Hachette Livre, lui-même racheté depuis un certain temps par Vivendi, qui est contrôlé donc par le milliardaire, vous l'avez en photo, Vincent Bolloré. Je pense que Vincent Bolloré, on sait aujourd'hui, et d'ailleurs il y a une vidéo sur l'Udema qui date d'il y a 3 ans maintenant, dans laquelle on parlait déjà de la concentration dans le secteur du jeu de société et des conséquences que ça aurait sur la créativité pour les auteurs de jeux notamment. Je pense qu'on ne s'est pas trop planté dans ce qu'on a dit à l'époque, puisque en réalité on est en plein dedans aujourd'hui. Bon voilà, Vincent Bolloré, il est assez connu, il y a assez de documents, je vous ai mis un article, je ne vous ai pas listé tous les articles qui parlent de lui et de comment il récupère un média, puisqu'il possède énormément de médias notamment, quel c'est son projet, il a un projet politique, et donc il a aussi, il place des gens, des proches à lui, qui ont des orientations politiques et qui obéissent un peu aussi à ce qu'il dit, à des postes stratégiques dans tous les médias qu'il récupère. Il les transforme, on a vu la transformation de CNews, et je pense la plus spectaculaire, qui est passée d'un média d'information à un, je ne sais pas comment l'appeler maintenant, je ne sais même plus comment le Conseil d'État l'a appelé, etc. Mais voilà, où on peut faire la prière avant et de parler de Dieu en même temps qu'on parle d'une info. Enfin bon, bref, un mélange des genres assez stupéfiant. On sait aussi qu'il a tiré les ficelles, notamment pour offrir énormément de paroles et de force politique à un candidat comme Éric Zemmour, et donc à tout aussi toute cette idéologie-là qu'il y a derrière, en tout cas ces positionnements politiques. Je trouve que, pour le coup, on est sur un vrai parallèle, dans le sens de, si on reste sur cette idée de où va l'argent, eh ben en réalité, si on part du principe que si on achète, je dis bien si on part du principe que si on achète et ou si on fait la promotion du Codenames ou d'un jeu avec une licence Harry Potter, in fine, comme l'argent, les droits sont reversés à son autrice originelle qui est J.K. Rowling, et que cet argent sert à financer son projet politique à elle, dans ce cas-là, à chaque fois qu'on achète un jeu d'une des entités, et ça représente beaucoup de boîtes de jeux, BlackRock par exemple, à la dernière interview que j'ai lue d'eux, avait dit qu'ils ont vendu 4 millions de boîtes de jeux en 2024, si je dis pas de bêtises. Eh bien en fait, en réalité, à chaque fois qu'on achète un jeu Gigamic ou un jeu d'un éditeur qui est distribué par BlackRock, eh bien en réalité, on finance de la même manière un projet politique. À mon sens, il n'y a pas de distinction entre les deux. La démonstration, pour moi, est la même. Je pourrais reprendre les mêmes arguments qu'on a eu plus haut et les faire ici. Si tu attaques la haine, ouais. Dans le cas où tu vois, il y a une autre cas de haine, dans les deux cas, tu devrais attaquer de la même façon. Exactement. Et donc, ça ferait des vacances pour beaucoup de youtubeurs. Parce que là, t'as quand même beaucoup de jeux que tu parles plus. Ça devient problématique. Mais en même temps, si t'es cohérent avec toi-même, tu vois, c'est ça. Et donc j'en viens, sauf si t'as encore quelque chose à rajouter, sinon j'en viens à la conclusion finale. Vas-y, fais-toi plaisir. Et donc, je voudrais utiliser quelqu'un d'autre pour conclure cette vidéo, qui est évidemment Harry Bosch, qui je trouve a une leitmotiv pour celles et ceux qui ont vu cette série. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous la conseille. Je vous conseille d'ailleurs les 3 séries qui existent, hein. Il y a 7 saisons d'Harry Bosch, il y a 3 saisons de Bosch Legacy, et la dernière saison qui est extraordinaire, qui vient de sortir, qui est d'ailleurs, j'ai oublié le nom parce que je suis un gros naze quand même. Bref, une de ces phrases qu'il dit tout le temps, et je trouve qu'elle est bien, qu'elle va résumer un peu tout ça. Everybody counts, or nobody counts. Everybody counts, or nobody counts.